Mais bon. Salut Mathias. Salut Eva. Hallo. Hello, I'm just passing in your room to check if everything is okay for you. Yes, everything's okay. Okay, great. So have a nice session. Thank you very much. Thank you very much. See you. Je pense que l'on peut commencer si ça vous convient. Bien, d'accord. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous commençons donc maintenant cette semi-plénière sur les politiques du sans-abrisme et la justice sociale. On a prévu cette semi-plénière comme une occasion de débattre de la justice et de l'injustice sociale à partir de la situation des personnes exclues du logement. 3 interventions sont prévues, 3 interventions d'une vingtaine de minutes au maximum, et puis après on aura le temps de débattre et de discuter. Une première intervention permettra de contextualiser le droit et la politique du sans-abrisme sur la base d'une enquête menée en Suisse. L'accent sera mis ici sur la justice sociale en matière de logement. La deuxième intervention interrogera la dimension sexuée et racisée du sans-abrisme, qui en pratique questionne le caractère distributif de la justice sociale, tandis que la troisième expliquera les raisons du refus d'hébergement par les personnes exclues du logement, ce qui permettra d'aborder par le bas ce que serait la justice en matière de logement. C'est comme ça qu'est organisé ce panel. Et pour ne pas perdre de temps, je propose de tout de suite donner la parole pour la première communication à Martin Böhnel, Magdalena Kung et Jörg Dittmann, qui tous les trois travaillent à la University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, dans la School of Social Work à Muttenz. Martin Böhnel is Research Associate at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. He holds a Magister in Development Studies from the University of Vienna and a Master in Social Work from the Zurich University of Applied Sciences. He has been working on the topic of reproductive mechanisms of difference in higher education. He's part of a research team
in the evaluation of the program COVID-19 on behalf of the Swiss Solidarity. Magdalena Kung is a research assistant at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland School of Social Work. She holds a Master of Arts in Sociology and Law from the University of Basel. Her research interests lie in the field of structural discrimination and legitimation of power. And Jörg Dittmann is professor at the same University of Applied Sciences and Arts. His research interests lie in the field of poverty, homelessness, and social planning. So I give you the floor. The first communication is in English, and I will tell you when you have only 5 minutes left for your presentation. You have 20 minutes. So we hear you with pleasure. Thank you very much, Jean-Pierre. Merci à toi, and thank you for being here. So we'll present in English, but we are open for discussion in French. As you can see, we put solidarity in the center of this presentation. Our title calls Solidarity with the Homeless in Times of a Pandemic Crisis, and we will discuss the possibilities and the limits of the Swiss aid system. The example of homeless people who represents one of the most vulnerable groups show the need to protect them, but also the need for solidarity towards them. Our agenda looks like that. We will start by presenting a theoretical concept of solidarity, discuss what enables and blocks solidarity during the COVID crisis. We will further present you moments of solidarity in the corona pandemic with findings from ongoing projects. The Swiss National Fund study homelessness in 8 of the largest cities in Switzerland, and the evaluation study with Jean-Pierre also who participate there in the Swiss Solidarity Switzerland. We close with a summary. So I will highlight a little bit for you. Solidarity denotes a political attitude and social practice. It should be emphasized, as you can see here, that solidarity has undergone a transformation in the last centuries. This transformation cannot be thought of in linear terms, but more ideal typical. In times of the crisis, we will see that solidarity also combines forms of community and society. When we look in the past, in the 19th century, solidarity was generalized to the areas of politics, society, and morality. So associated with this is an understanding of solidarity based on a mutual moral obligation between individuals and society. Ferdinand Tönnies characterized the transformation of solidarity by describing the transition from Gemeinschaft to Gesellschaft. He looked at the traditional community values which were embodied in small-scaled unities, for example, family, into large-scale unities, for example, nation-state, where social relationships had become dominated by economic rationality. Further, Emil Durkheim contrasted mechanical solidarity for traditional societies, while he introduced organic solidarity to describe modern societies. So important here in this process where the division of labor extends and the conscience collective weakens, morality is becoming more abstract and universal. With regards to the welfare state, solidarity is used in form of state social services. The welfare state is not subject to any moral obligations, since solidarity in the form of state social benefits is provided on the basis of laws. So to illustrate that, civil servants do not have to act in solidarity. We observe that since the end of the 19th century up until today, we observe that subsidiarity
has gradually developed into a central socio-political concept. Competences of the welfare state have been limited, with the consequence that today we increasingly see a mixture of state control, dismantling of social services, and forms of solidarity. In times of crisis, solidarity is largely borne by the civil society, and the welfare state uses subsidiarity to legitimize the delegation of social problems to other fields. Rothbaum and Reichart observed that the welfare state is becoming more a risk manager in times of crisis. During the first lockdown, people, for example, in Europe, were locked in their homes, while the emphasis was put more on state-led self-discipline, hygiene measures, for example, self-quarantine or social distancing. But in contrast to that, solidary community forms seem to have never been so large in the society, such as neighborhood initiatives, bottom-up movements, or civil society groups. Beyond this concrete or hands-on solidarity, solidarity becomes also more non-committal, for example, of donations or philanthropy. George Simmel described this as abstract solidarity. However, in the 21st century, solidarity is not only an everyday issue, but just as much as a global one. And I now hand over to Magdalena. Thank you. Thank you very much. If you can also already go on, Martin, and put another. Exactly. If we stay a moment for what Martin just said about the 21st century, that the subsidiarity as the imperative of non-interference of society, and that one used by the state as a legitimization to delegate social problems to the economy, civil society, and the neighborhood solidarity, we can ask ourselves what that meant during this still ongoing COVID crisis we have. And if you go on, Martin, please. You just also mentioned that we have like the state in his new role or newer role of risk manager in times of crisis. And a very important element, we had this kind of state-imposed solidarity. So like the state, the executives told us to stay home, to respect the measures to contain the virus. And the next one, in civil society, on the other hand, we had broad intergenerational solidarity. We had a huge identification with people who were strongly affected by the virus itself, or then by the measures to prevent it spreading. And Martin also mentioned that we had a focus on local activities, we had ad hoc systems in neighborhoods, and we had a lot of creative initiatives to help us go on through this crisis. What does that mean for people without a home or a proper accommodation? Next slide, please. Because here we have on the one hand, if you click enter, exactly, thank you, a strong executive political lead by the state during the crisis. So actually everything that was allowed and not allowed, everything that had to be done was more or less indicated by the state. Whereas on the other hand, we have the homelessness as an aid system, a typically delegated aid system. So already in our constitution, Article 41, it comes out quite clear that the aid system to homeless people is not typically a job of the state. So here during this crisis, we have a very strong executive political lead, and on the other hand, homeless people, that's their first go-to aid system usually was not the state, but organizations, and maybe even people from civil society. So this is an interesting point, and if we go on to the next slides, we have this well-known the state addressing us to stay home. And what happened here now is that in the broad sense of society, what this mandate to stay home made was more awareness of people that did not have a home where they could stay at, or that would not have
proper accommodation. So also when it came to homeschooling, to staying at home, not being able to go out, we could observe a larger awareness of how important appropriate living conditions are. So we draw here a little circuit. Martin, if you could go on. We have this awareness for people without the home or proper accommodation, and maybe also for the first time in a larger way, the awareness for proper accommodation, that it's not only having a shelter, a roof over your head, but also that proper accommodation comes with certain, it's more than just a house. And this also led to the visibility. The question here is, did this visibility lead to more solidarity? And that is what we're going to discuss also further on this presentation. Because on one hand, yes, if you go one more, we had ad hoc solutions also presented by the state, such as renting pensions or hotels or military barracks. But of course, we also have this problem that to prevent a proper accommodation, to prevent a home, is not something that can be easily done by the civil society. So in this time of crisis, we have on one hand the strong executive lead, and on the other hand, a typically delegated aid system. And this more visibility and this increased awareness for people without a home or proper accommodation lies at the center of our ongoing research interests. And with that, I give over to Jörg. Hello, everybody. So now it's time for a shift. It's time for observation, and I have the pleasure to present or say something about two ongoing projects. And the first one is about homelessness in 8 of the largest cities in Switzerland. This is now, I think, a good shift to see in figures something about the phenomenon of homelessness. And the other one is about a Swiss Solidarity evaluation project, but I will come to this later. You see, just for short, the duration of the project, the methodology and the fieldwork. I think it's most important to say that we have Geneva, Lausanne, St. Gallen, Bern, Basel and Lugano, and Zurich, and also Lucerne in the in view. And when we designed this project, we had not in focus that the corona pandemic will be in Switzerland and worldwide. So it was a challenge, but also a chance. And I show you some preliminary results for this. Next one, please, Martin. Next slide. And this is figures about homelessness weighted by the population size, persons affected per 100,000 inhabitants. And you see there we have differences, and we can assume that needs for solidarity vary from region to region. I can explain later some methodological things about that. But first of all, you see we have this phenomenon of homelessness, which was in the past not really present because we didn't collect the data only in cities. It was often the case that we have qualitative studies, but these data built by official statistics combined with our face-to-face interviews show that we have, let's say a problem, or we have high figures in the cities of Lausanne, Geneva, and smaller figures in St. Gallen and Lucerne, and also Lucerne, also Zurich rated by the inhabitation size. So coming to the next one, look at the time. We knew that we will have our fieldwork during the pandemic. And so we integrated a few questions about the situation and find some evidence about the subjective evaluation of this situation. And we can see that, the majority evaluates the situation as difficult. They said that their daily life in survey
in the city has become more difficult. And this is the case for every city, but also for the city with higher rates of homelessness, of rough sleepers and people in emergency shelters. We see that especially for Geneva and Lausanne. And so we can see that the corona pandemic has a negative influence on this vulnerable group of homeless people. This is one observation we made within this is only a tip of an iceberg of several topics we integrated in this study, but it's not the time to say something about. So please, the next slide, Martin. This is something to say that after the pandemic, solidarity needs or needs for solidarity will also be present. Focused on the duration, you see not only episodic homelessness, but also chronic processes of homelessness. You see that people have from Luzern have a lot of people with longer duration. I know we have only 5 minutes, and this is only hint to say that after the pandemic, the problem will not be solved. We have always this challenge to tackle this issue. And the next one, Martin, please. I will quickly skip to this one and to this project about the Swiss Solidarity Glückskette. It's a bigger evaluation study, and you see that a lot of people from here were embedded. And we asked, and this is really a skip from the homeless people to the institutions having or services with these groups, but also with other vulnerable groups. And in this pandemic crisis, there was a crisis as well for the people, for the users of these services, but also for these institutions. And I know a lot of money was given by the Swiss Solidarity. So I will go to the next one to have these final ideas. But you can see here that this pandemic crisis or the measures to combat this pandemic crisis implicated a food crisis. And this crisis was not only a crisis in urban cities, but also in other regional areas. And the other one is that the existential poverty of groups without welfare state support was primarily. I have 3 minutes for the last one. Please to the next and last slide. I hope you can hear me. So we can have some final results from this second project. This is that during the lockdowns, these organizations reached their limits. We can observe it by figures. That means that 50% of the organizations that usually fulfilled in counseling or information function, provide food or food products, they change their services. Instead of monthly, 50% of the facilities now distributed food packages several times a week, not only monthly. Around 35% of the organization gave out shopping vouchers distributors. Before the lockdowns, we have 6%. 82% of them were looking for new cooperation partners to go on within this crisis. And 31% changed the access criteria in both directions. They open their access, but they also have limitations and have higher criteria to use them. And the other one is 78 of the institution experience a loss of their employees. That means it's a very fragile organization.
And but it was possible for them that for 46% to recruit new volunteers. So both projects, on the one side, we have this phenomenon, regional, differently distributed, and we have this special situation, which was, especially done by the non-governmental organizations. So let's come to the end. Martin and Magdalena. Yes, actually what we can say in times of crisis, solidarity issues arise in a very special way also for vulnerable people. And the need for solidarity towards them is not met. And what we heard from Jörg, the solidarity for these people will be still present even after the pandemic. People without shelter cannot respond to calls for solidarity from the state. If I go further, an interesting issue is that subsidiarity principle is probably not enough to provide sufficient support to people without shelter, because somehow the state delegates this problem of housing to the lower units. And like the task remains done by local organization and the civil society, and they cannot do it alone. I pass on to Magdalena to close the presentation. Thank you. We see that the welfare state is not completely accomplishing his task of guaranteeing fundamental rights or rights such as in Article 12 and 41 of the Constitution. Even in times of crisis, he still depends to a large percent on social initiatives and of the personal initiatives of the people affected. And especially in the question of housing, it can simply not be provided. There is not a possibility for all the civil organizations to provide housing for people in need. And we think, or that's something that we maybe can come back to afterwards, that the recognition of the human right to housing could provide one solution, or at least the opportunity to address homelessness and to also base assistance to homeless people on solidarity and not anymore on their own personal responsibility. But this is something that we can maybe pick up later in a discussion. And I think for now, we thank you for your attention. And we know it was a very tense presentation. We hope you could follow our key leads. Thank you. Merci beaucoup Magdalena, Jörg et Martin pour cette présentation. Vous avez beaucoup insisté sur ce qui s'est passé pendant cette saison de pandémie pour les personnes qui sont sans domicile. Je vous propose de passer directement, on prendra la discussion après, j'ai en tout cas quelques questions à vous poser. Je vous propose de passer tout de suite à la présentation suivante qui s'appelle la production sexuelle et racisée du sans-abrisme, qui va être faite, qui a été préparée conjointement par Hélène Martin et Béatrice Berthaud, et c'est Hélène Martin qui va la présenter. Hélène Martin est docteure en anthropologie, elle est professeure ordinaire à la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne. Elle enseigne les études de genre et l'imbrication des rapports de domination et conduit actuellement des recherches sur le traitement social de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, ce qui l'a conduit à réfléchir aux vulnérabilités construites à l'intersection des rapports de colonialité, de classe et de genre. Béatrice Berthaud, elle est socio-anthropologue, elle est chercheuse au laboratoire de recherche santé sociale de la Haute École de Travail Social et de la Santé Lausanne. Outre son intérêt pour l'Afrique centrale et occidentale, où elle coordonne actuellement une recherche sur l'engagement des filles dans les équipes de football junior, elle poursuit des activités de recherche et d'enseignement sur les politiques sociales locales en Suisse, en relation avec le sans-abrisme et la migration. Je vous donne la parole, je te donne la parole, Hélène, pour 20 minutes. Et je ferai signe après, il ne restera plus que 5 minutes. Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Également de nous donner la parole dans cette semi-plénière. Donc, cette présentation repose sur plusieurs recherches que nous, donc Béatrice Berthaud, qui a présenté hier une partie de nos résultats dans une autre semi-plénière, et moi, menons depuis 2018 sur le sans-abrisme en Suisse romande et plus spécifiquement dans le canton de Vaud. Deux de ces recherches ont également été conduites avec Jean-Pierre Tapin.
On a chaque fois mobilisé une méthode ethnographique, c'est-à-dire qu'on a fait des observations participantes, des observations non participantes, on a eu des discussions avec une série de personnes, des entretiens formels, voilà. Les terrains, nos terrains, donc c'est un espace d'accueil de nuit non dormant, la rue, des hébergements d'urgence nocturne dans 3 villes de Suisse romande, une maison avec un bail de prêt à usage où on logeait une 60aine de personnes, dont des familles avec enfants, pendant ces 18 derniers mois, et un espace de distribution d'argent pour des personnes sans papier pendant le Covid. Dans cette conférence, qui porte donc sur la production racisée et sexuée du sans-abrisme, comme l'a annoncé Jean-Pierre, nous allons nous intéresser aux caractéristiques sociales des personnes que nous avons rencontrées et montrer comment leurs vulnérabilités sont produites socialement, politiquement, juridiquement. Nous montrerons donc comment des oppressions de classe, de colonialité ou de race et de genre assignent les personnes à des places sociales. Et du coup, l'idée, ce sera de montrer deux choses. D'une part, que le sans-abrisme est hétérogène et d'autre part, qu'il n'est pas une affaire individuelle ou donc de mérite ou de démérite, mais une affaire de discrimination et de privilèges, encore qu'il y ait peu de privilèges dans ces situations. Donc, des situations qui sont relatives à des rapports de domination en acte, qui sont ceux que notre société elle-même a mis en place, qui agissent pour nous tous et toutes. Donc, en fait, il y a une troisième chose donc, qu'on montrera, c'est que le sans-abrisme n'est pas extérieur à la société. Je ne souhaite pas parler, par exemple, de marginalité ou de marginalisation, mais totalement conforme aux structures sociales. Et la conséquence de cela, c'est qu'il s'agit, à notre avis, de désexotiser le sans-abrisme, et ça, j'y reviendrai en conclusion. Alors, pour avancer dans le contenu d'analyse, je vais poser des questions. Donc, qui avons-nous rencontré dans nos recherches et où? Alors, au début de nos recherches, on ne savait absolument rien de la réalité qu'on a appris désormais à connaître, parce que, alors que dans la plupart des pays occidentaux, le sans-abrisme est un domaine de recherche bien établi, il n'existe en Suisse pratiquement pas d'études en sciences sociales sur sans-abrisme, donc pas de statistiques officielles, pas de définition qui permettrait d'estimer cette forme d'extrême pauvreté au niveau national. Ce manque de connaissances traduit un déni politique. Il y a peu, voire rien, qui est fait en direction du sans-abrisme, hormis dans certaines villes qui proposent notamment des hébergements d'urgence nocturne. Ces hébergements ont été mis en place dans les années 90 comme une aide minimale et inconditionnelle pour des résidents qui n'accèdent momentanément pas à l'aide sociale. Là où ils existent, ces hébergements sont sous-dimensionnés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui souhaitent y accéder que de lits disponibles, si bien que des personnes chaque nuit sont refusées et elles restent dans la rue. Donc, qui demande à loger dans ces hébergements d'urgence? Alors, il y a des résidents pauvres locaux, enfin résidents, ça veut dire qui sont inscrits sur la commune, voilà, qui renoncent à se présenter à l'aide sociale. C'est plus ou moins le public visé. Du point de vue des services sociaux, les services sociaux ont l'idée qu'il y aurait une sortie par le haut possible à partir des hébergements d'urgence vers l'aide sociale. Or, ces personnes ne constituent qu'une petite partie des personnes qui fréquentent les hébergements d'urgence. On a aussi et surtout des migrants économiques qui proviennent de l'Union européenne et qui n'ont pas accès à l'aide sociale, soit parce qu'ils n'ont pas de droit à ces aides sociales, par exemple, pas de permis ou pas depuis assez longtemps, soit ils ont un permis précaire, mais ils n'osent pas recourir à l'aide sociale parce qu'alors ils perdraient leur autorisation d'établissement, selon une loi, chez nous, l'article 63 de la LEI, qui exige que les personnes ne soient pas durablement et dans une large mesure dépendantes de l'aide sociale. Ces personnes, elles travaillent dans des emplois précaires via des agences intérim et dans certains boulots non déclarés. Donc ici, on a un sans-abrisme d'Européens qui est une conséquence des dispositions législatives européennes et suisses qui encouragent la mobilité à l'intérieur de l'Europe, conformément aux logiques du marché capitaliste, tout en excluant de l'aide sociale les travailleurs construits comme étrangers. Donc on a ici une construction de l'altérité. Et puis, on a encore des migrants des pays tiers, selon la législation européenne. Là aussi, c'est très hétérogène. On a des personnes sans statut légal qui sont en Suisse, parfois depuis des années, depuis 20 ans par exemple, depuis moins longtemps.
On a des personnes qui disposent d'un visa ou d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'espace Schengen en fonction des accords Dublin. Là, ce titre leur permet de voyager à la recherche de ressources en Europe. Elles peuvent demeurer 3 mois en Suisse, de nouveau à condition de disposer des moyens de subsistance, non seulement pour rester, mais aussi pour repartir. Et donc, elles ont droit à aucune aide sociale. Mais en outre, elles sont soumises à un droit du travail qui est contingenté et conditionné, donc à l'établissement de la preuve qu'aucun ressortissant suisse ou européen n'a le profil requis pour occuper le poste. Donc, vous pouvez voir que pour elles, pour ces personnes, c'est extrêmement difficile de décrocher un emploi déclaré tout au moins. Donc ici, on a un sans-abrisme qui répond au système juridique suisse et européen qui assure les frontières de l'Europe. Alors, la plupart des migrants européens et des pays dits tiers sont des personnes racisées, des Roms, des personnes qui viennent d'Afrique ou d'Amérique latine, dont des Européens, parce que ces personnes ont acquis la nationalité soit espagnole, soit italienne le plus souvent. Alors, toutes ces données qu'on a corroborent les résultats de la recherche européenne sur le sans-abrisme, qui montrent que c'est des migrations de travail, des personnes sans statut légal, des personnes bloquées, et beaucoup de personnes racisées, c'est-à-dire affaiblies sur le marché à la fois du travail et du logement. La capacité d'accueil des hébergements d'urgence, je vous l'ai dit, elle est largement sous-dimensionnée. Et donc, il existe des règles plus ou moins formelles de tri des ayants droit en fonction de critères. L'application de ces critères a fait l'objet de la conférence de Béatrice hier. Donc, ces critères varient en fonction des communes, mais des communes où il y a des hébergements d'urgence, parce que c'est vraiment pas partout, mais ils sont toujours relatifs à des catégories exclusives parmi lesquelles le sexe et l'origine sont toujours mobilisés. À Lausanne, par exemple, on accueille de manière prioritaire les résidents de la commune, les femmes, les personnes âgées de plus de 60 ans, les enfants, les malades et les travailleurs. Bien sûr, on ne peut pas accueillir tout ce monde parce qu'il n'y a pas assez de lits. À Yverdon et à Vauvert, on accueille les femmes, il y a une chambre pour femmes. Et puis après, on a des quotas ethniques. Alors, X africains, 5-6 par exemple, X maghrébins, ça c'est aussi rigolo de se séparer des Africains, X roms, etc. Donc, on voit bien que le sexe et l'origine sont mobilisés, et ça au nom d'un devoir de protection régionale et, je dirais, un féministe patriarcal. Alors, en fonction de ces critères ou de ce devoir, peu de personnes définies comme locales sont refusées, mais sont rejetées les personnes construites comme autres, donc les étrangères. On a ici une domopolitique, comme dirait Jean-Pierre Tabin, c'est-à-dire l'idée de favoriser ceux qu'on considère comme les nôtres. Ici, donc, on a bien une production racisée du sans-abrisme, puisqu'on rejette les autres. Mais il y a aussi peu de femmes qui sont exclues de ces hébergements d'urgence, non seulement parce que peu se présentent, mais aussi parce qu'elles sont priorisées. Donc, est-ce que le fait qu'il y ait peu de femmes dans les hébergements d'urgence, ça veut dire qu'il y a peu de femmes sans abri? Selon la littérature européenne, 1/3 des personnes sans abri sont des femmes, donc il n'y a pas si peu de femmes. Et donc elles doivent être ailleurs chez nous. Selon la littérature européenne, les femmes auraient un sans-abrisme spécifique qui serait plus caché. On ne le verrait pas, notamment parce qu'elles sont institutionnalisées en amont, ou parce qu'elles fréquentent des réseaux informels, ou parce qu'encore elles évitent les hébergements d'urgence. Et puis elles auraient aussi un sans-abrisme transitionnel, c'est-à-dire qu'elles passeraient d'un type de sans-abrisme à l'autre. Alors si on revient à nos terrains, en fait, c'est vrai qu'elles ne sont pas très visibles, mais quand même, on en voit. Et quand on analyse leur trajectoire, en fait, elles ne sont pas si spécifiques que ça, ces trajectoires. Elles sont orientées par le genre, certes, on le verra, mais aussi par la classe et par la colonialité. Donc, on est de nouveau devant une hétérogénéité de situations, et les regroupements ne sont pas nécessairement par sexe, donc on n'a pas des catégories si simples, les femmes, ou binaires, les hommes, les femmes. Donc, je vous propose de voir un peu qui elles sont, pour commencer dans les hébergements d'urgence où nous sommes rendus. Donc là, il y a, si on typologise comme ça, trois types. Il y a des locales, des résidentes qui refusent l'aide sociale. Et là, leurs raisons ne sont pas différentes de celles des hommes. Elles refusent une aide sous condition de comportement, donc cette aide au mérite relative à la justice distributive. Elles veulent s'en sortir toutes seules, elles ne veulent pas présenter leur situation plusieurs fois devant des travailleurs sociaux. Par exemple, Julie, elle ne veut pas qu'on fouille dans ses affaires, elle pense qu'on doit se débrouiller toute seule. Elle a essayé une fois d'accéder à une aide, et puis comme elle a été renvoyée d'un guichet à l'autre, elle s'est dit bon, ça ne sert à rien. On a des discours tout à fait similaires chez des hommes locaux.
On a encore Juliette, par exemple, qui n'arrive pas à accéder à adopter les comportements attendus par le service social. Elle est à l'AI, elle a des addictions, elle ne veut pas rentrer quelque part chaque soir parce que voilà, elle vit aussi en fonction de différents petits boulots. Et là aussi, on a des discours d'hommes à l'AI qui font des séjours psy, qui font des séjours à la rue, en hôpital, etc., qui sont très similaires à ces trajectoires. On a aussi des femmes travailleuses européennes racisées. Là aussi, on a des trajectoires très similaires à celles des hommes, même si souvent c'est des métiers féminins. Alors, c'est des migrations de travail, aller chercher du travail où ils se trouvent avec des petits contrats, parfois un jour, parfois quelques semaines, parfois quelques mois, et puis des débauches dès qu'il y a un problème. Alors, le Covid, par exemple, ça a fait débaucher un tas de personnes. Donc, un exemple ici, c'est un groupe de femmes françaises qui étaient étiquetées Roms, qui viennent travailler dans les champs à l'époque des récoltes. On les rencontre dans un abri d'urgence où elles sont priorisées. Elles ont des enfants, mais elles ont pu les laisser en France avec leur famille. Et puis, elles travaillent là pour 2 semaines. Ou une femme issue du Gabon qui était à Paris et puis qui est venue en Suisse chercher du travail. Elle est dans des agences intérim comme aide infirmière et elle fréquente les hébergements d'urgence. Ici aussi, on a beaucoup d'hommes qui ont ce type de parcours. Donc, dans ces 2 premières catégories de femmes, on n'a pas vraiment un rapport de genre très prégnant pour expliquer leur trajectoire, c'est plutôt la classe qui elle-même est traversée par l'ethnoracisme ou, pour le cas de Juliette, du capacitisme. Mais le genre constitue une logique qui détermine leur priorisation dans les hébergements d'urgence. Là, il est en effet prégnant. Et puis, on a aussi des épouses, des hommes travailleurs précaires dans ces hébergements d'urgence qui voyagent avec eux. Donc, par exemple, une famille qui vivait dans des camps en France sont partis ensemble avec leur petit garçon. Le gars qui est jeune, fort à trouver du travail, un permis L, mais il n'a pas d'accès au logement parce qu'il n'a pas encore passé assez de temps en Suisse. La femme, elle s'en travaille, elle mendie un peu, elle garde l'enfant. Contrairement aux personnes dont je vous ai parlé avant, elle ne peut pas vraiment travailler parce qu'elle a l'enfant avec elle. Ici, on a une logique de genre, par contre, qui est très prégnante dans cette trajectoire d'épouse. Donc, dans les hébergements d'urgence, il y a des femmes, mais elles ne sont pas très nombreuses. Ça ne fait pas le 30%. Donc, on a quelques pistes dans d'autres recherches, dans d'autres espaces que les hébergements d'urgence. Durant la pandémie, des petites sommes d'argent ont été distribuées à un collectif de personnes sans papier qui avaient perdu leur travail ou leur logement. Et on a eu un petit mandat de recherche pour documenter ça. Et là, on a rencontré une majorité de femmes racisées qui provenaient des pays de l'Union européenne ou des pays dits tiers, qui sont donc venus à cette distribution d'argent. Elles travaillaient ou avaient été débauchées en raison du Covid dans le travail domestique, le plus souvent de manière non déclarée. Donc ici, on a des trajectoires similaires aux hommes, une migration de travail et du racisme, mais on a aussi une spécificité de genre, c'est-à-dire le travail domestique. Et on a des hébergements qui sont peut-être tendanciellement différents, peut-être tendanciellement genrés, puisque une majorité d'entre elles logeaient dans des sous-locations, mais là, on sait que des hommes le font aussi. Et puis, une autre partie vivait temporairement dans des foyers pour femmes. Là, il semblerait qu'effectivement, c'est plus féminin. C'est des foyers pour victimes de traite, pour femmes battues, pour mères et enfants, etc. Et puis, une autre piste qui resterait à explorer, c'est la traite, parce que là, il y a des femmes dans la prostitution. Ça, c'est un travail de femmes, mais il y a aussi des hommes, surtout racisés, qui recourent au travail du sexe. Donc ça, à mon avis, c'est une piste à travailler. Donc, en fait, pour prendre la mesure des situations de sans-abrisme et éviter d'oublier des types de sans-abrisme qui ne sont pas dans les hébergements d'urgence, on peut référer, je pense, de manière heuristique à la typologie de l'ethos, qui est intéressante pour saisir une variété de situations de sans-abrisme et d'exclusion liées au logement. Donc, il y a vivre sans toit, avec un endroit pour dormir mais temporaire, dans un logement précaire et dans des logements inadéquats, et voir comment les personnes se distribuent en fonction de leurs caractéristiques sociales et de leurs droits donc dans ces abris. Pour conclure, j'ai bien le temps de conclure. Donc, pour conclure, le sans-abrisme est hétérogène et il répond, selon nous, à des rapports de domination structurant l'ensemble de la société. En conséquence, il n'y a pas une unité du sans-abrisme et pas non plus de marginalité. Les personnes sans-abri sont distribuées à des places en fonction de ces rapports de domination, donc de leur classe, bon, une condition qu'elles partagent toutes, du racisme ou de la colonialité et du genre.
Et il nous semble important de rendre visibles ces rapports de domination ou ces places auxquelles ces personnes sont assignées, parce que cela permet au moins 3 choses qui, à notre sens, sont importantes pour analyser le sans-abrisme. Et je reviens à ce que je disais en introduction, il faut sortir d'une vision altérisante ou exotisante du sans-abrisme. On n'a pas affaire à des pathologies, ni à des étrangers, pour la plupart, mais à des travailleurs et des travailleuses précaires avec peu de droits ou sans droit, carrément, ou à des gens qui espèrent travailler, mais qui n'ont pas de droit de travailler. Il faut donc désaltériser, dépathologiser, ce qui permet l'empathie. C'est des humains comme nous, on va dire, des êtres sociaux comme nous. Et là, dans notre recherche, qui est ces 18 derniers mois, un truc qu'elles nous ont toutes dit, ces personnes, c'est que d'être logées leur avait donné l'impression d'être reconnus comme des humains. C'est quand même grave hein, comme propos. Donc, ça permet l'empathie, c'est des humains comme nous, et aussi la responsabilisation. J'entends par là, nous sommes comme société, comme électeurs, comme politiciens, responsables de ces situations d'extrême pauvreté et nous devons agir. Et puis, rendre visibles ces rapports de pouvoir, c'est aussi éviter d'homogénéiser des catégories qui sont en fait complexes. Donc là, j'ai trois exemples, à commencer par celle de la catégorie du sans-abri, qui est une figure d'ailleurs androcentrique hein, du résident qui est tombé dans la misère pour des raisons individuelles, problèmes psychologiques, séparation, alcoolisme ou que sais-je, et donc pour lequel il serait prévu une sortie par le haut. Donc ça, c'est la figure qui est à la base de la politique du sans-abrisme en Suisse. Elle est terriblement réductrice et elle empêche une action politique bien ciblée, y compris d'ailleurs pour ces résidents, puisque certains refusent l'aide sociale. Ensuite, cette politique de sortie par le haut, elle est totalement absurde quand il s'agit de trajectoires pour lesquelles il n'y a pas de sortie, donc pour lesquelles rien n'est prévu. Donc, quel que soit leur comportement, donc les comportements de ces personnes, quand il n'y a pas d'aide, enfin, quel que soit leur comportement, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de solution, rien n'est prévu. Donc ici, les politiques dans ce tri réfèrent à des caractéristiques essentialisées comme l'origine, le sexe, mais aussi l'âge et la santé, ce qui n'est pas une politique d'analyse des vulnérabilités socialement construites. Donc rien n'est prévu parce que les droits fondamentaux, donc au logement, à la santé, à la dignité, qui sont dans les constitutions suisses et européennes, sont contredits par les législations européennes et nationales, notamment par le droit des étrangers. Donc, en fait, on a des droits qui sont niés par d'autres droits. Donc ici, comme dans la communication précédente, je dirais il faut une politique de droit et d'accès à ces droits, et absolument pas une politique de don, hein, ou basée sur le mérite, mais une politique de droit. Il ne faut pas non plus d'accompagnement social, parce qu'on n'a pas de pathologie, on n'a pas de défaut individuel, mais on a des systèmes d'inégalité reconduits par le droit. Voilà, peut-être il faut par contre une aide à l'accès et à la connaissance des droits. Et puis, troisième exemple, la figure de la femme sans abri. Encore ici, elle n'existe pas comme une catégorie homogène. Les approches intersectionnelles l'ont montré à plein d'autres égards depuis longtemps. Il y a toujours plusieurs assignations, comme la classe et la race, qui nous définissent. Et la logique de genre, elle est plus ou moins prégnante. Mais ça, on peut dire la même chose des hommes, hein, plus ou moins prégnante. Alors, pour finir, une note positive, les personnes qui sont concernées par le sans-abrisme sont rendues, donc, je vous l'ai montré, invisibles en Suisse. Elles n'ont pas de voix. Or, récemment, elles ont pris la parole, elles ont expliqué leur situation. En l'occurrence, la soixantaine de personnes avec des enfants qui fréquentaient, qui ont été logées dans un logement précaire pendant ces 18 derniers mois, devaient être mises à la rue à la mi-juin. Or, elles ont pris la parole, elles se sont constituées en mouvement, elles ont sollicité les médias en s'appuyant sur notre recherche et elles ont obtenu un nouveau logement précaire. Donc, c'est une toute petite politique pour un tout petit nombre de personnes et c'est à court terme, mais enfin, ça montre quand même qu'il faut faire autre chose. Et pour finir, je fais un peu de pub à notre site un logement d'abord, sans abrisme à un logement d'abord, qui réfère à cette recherche. Si vous voulez en savoir davantage, j'ai entendu plein de trucs sonner, donc je suppose que je suis au bout. C'était pas moi qui sonnais, mais c'est parfaitement timé, puisque nous sommes au bout des 20 minutes. Donc, merci beaucoup pour cette présentation où tu as insisté sur l'hétérogénéité de la catégorie de sans-abrisme.
ce qui renvoie aussi à l'hétérogénéité des politiques de sans-abri, ce qu'on a vu dans la communication précédente. Et je vous propose de passer directement à la troisième communication, alors on part en France, avec Edouard Gardella, qui va nous faire une communication sur les raisons du refus d'hébergement. Edouard Gardella est chargé de recherche au CNRS, il s'est spécialisé en thèse sur la politique sociale destinée aux personnes sans abri en France, appelée urgence sociale. Il a conduit ce travail dans une perspective interactionniste en analysant le fonctionnement quotidien de cette relation d'assistance sous une approche symétrique, en interrogeant des personnes sans abri et en ethnographiant le travail des aidants, que ce soit les professionnels de terrain ou les administrateurs de l'État. Il a resitué ses pratiques dans la dynamique historique de transformation du problème public du sans-abrisme des années 1980 jusqu'à nos jours. Il propose à partir de ce travail le concept de chronopolitique qui invite à suivre des processus par lesquels les épreuves de synchronisation entre dispositifs d'aide et attentes des personnes aidées deviennent ou pas enjeux de dispute publique et de régulation politique. Il est également responsable du pôle sociologique du Fonds Yann Thomas et membre du réseau de recherche aux frontières du sans-abrisme. Edouard, 20 minutes. Merci beaucoup Jean-Pierre pour la présentation et l'invitation. Alors, je vais partager mon écran, mais comme je ne suis pas très doué avec le Zoom, c'est possible que ça ne marche pas. Alors, là, normalement, c'est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Oui. Oui, c'est Oui. bon. Et alors moi, si je défile, ouais, c'est bon. Ça va, vous voyez assez? Parfait, c'est parfait. Parfait. Alors, je lance le chrono pour éviter de déborder. Donc oui, merci Jean-Pierre pour l'invitation et je suis ravi de discuter avec vous de ce travail-là. Je pense qu'il fera écho aussi à des interventions qui ont été faites notamment par Hélène Martin juste avant. Enfin, en tout cas, on va voir. Alors, le refus d'hébergement formulé par des personnes sans abri peut être vu comme une énigme. C'est-à-dire que les sans-abri sont catégorisés dans la société en France, mais ailleurs aussi, comme n'ayant pas d'abri et sont vus comme ayant besoin d'un habitat, en tout cas un habitat décent. Ils devraient donc accepter les propositions d'abri ou d'habitat décent que leur proposent des groupes spécialisés et professionnalisés, qui soient bénévoles ou salariés. Alors en France, on appelle des associations qui sont professionnalisées dans l'assistance aux sans-abri. Or, on observe que des personnes sans-abri refusent les habitats qui leur sont proposés. On observe même des personnes qui s'installent durablement sur les espaces publics, les rues, les squats, souterrains, talus périphériques, etc. Comment expliquer ce qui peut apparaître comme un paradoxe? Alors, juste pour revenir sur une évolution historique à longue durée, même si évidemment la situation est loin d'être satisfaisante, si on prend la longue durée, les personnes sans abri, le refus d'hébergement est une énigme récente, parce qu'il faut qu'il y ait une victimisation des sans-abri pour comprendre que c'est un problème qu'elles refusent l'aide qu'on leur propose. Donc en gros, plus il y a d'aides qui sont organisées pour les sans-abri, plus le refus d'hébergement devient énigmatique. Et ceci donc des réactions, des interprétations qui sont divergentes. Alors je vais organiser mon propos en trois temps principaux. D'abord, je vais présenter l'enquête sur laquelle je m'appuie pour présenter les résultats, les raisons du refus d'hébergement. Ensuite, je vais aborder une première interprétation qui est le refus d'hébergement est un choix individuel. Donc, il y a des analyses qui vont dans ce sens-là. Une seconde interprétation qui considère que les sans-abri refusent l'hébergement parce qu'ils sont désocialisés. Donc, ça fera écho à ce qu'a dit Hélène Martin tout à l'heure sur les tendances à la pathologisation du sans-abrisme. Et je donnerai donc, dans un dernier temps, donc un quatrième temps en fait, les résultats rapidement. Alors, l'enquête provient d'un rapport de recherche qui a été fait donc en 2015-2016, qui a été publié en 2018 dans le cadre de l'Observatoire du SAMU social de Paris et pour le compte également de l'ONPES, Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale en France, alors, qui a disparu récemment, qui a été intégré dans une autre institution, mais il est accessible en ligne, le rapport, il s'intitule « Le sans-abrisme comme épreuve d'habiter ». Alors, l'objet du rapport
c'était d'analyser donc le maintien de l'espace public, pourquoi les personnes donc restent dans l'espace public et non pas l'arrivée en situation de sans-abrisme. C'est important, je pense, pour bien clarifier l'objet de l'enquête. Et les méthodes utilisées donc, étaient à la fois donc, quantitatives, statistiques, je ne développe pas trop là-dessus, mais il y avait en fait une enquête réalisée auprès de sans-abri et de personnes hébergées réalisée en 2011, et on a fait une exploitation secondaire de ces données avec Amandine Arnaud, qui est épidémiologiste, donc qui m'a aidé en fait à faire les statistiques, analyse statistique. Et l'autre méthode, c'est l'entretien qualitatif réalisé auprès donc 18 personnes sans abri qui ont été hébergées parfois. Je vais préciser un petit peu. En fait, oui, voilà, pour la partie qualitative, l'idée était de diversifier au maximum les profils des personnes. Puisque l'idée, c'est que pour compléter une analyse statistique, au niveau qualitatif, c'est d'aller cibler des cas qui sont rares au niveau statistique. Et donc, j'avais ciblé des personnes qui étaient, donc des femmes qui étaient très âgées et à la rue depuis longtemps, ou bien des sites qui étaient plutôt rares dans les statistiques, à savoir des talus de périphériques, donc c'est à Paris, c'était à Paris, ou bien des souterrains, ou encore des processus, c'est-à-dire des personnes qui avaient, au cours de leur passé, recouru aux hébergements et qui ne recouraient plus, ou bien inversement, des personnes qui avaient été longtemps à la rue, mais qui étaient ensuite allées en hébergement. Les entretiens étaient réalisés donc, avec des personnes sans abri installées, sédentarisées sur leur lieu de vie, comme disent les professionnels ici, à Paris. Et donc, j'ai pu aussi, en même temps que l'entretien se réalisait, faire des observations, si vous voulez, in situ. Mais ce n'est pas l'ethnographie. Hein. Je ne vous indique pas du tout l'ethnographie pour cette enquête. Et donc, les questions portaient sur les pratiques et les relations quotidiennes, et non pas sur les représentations des personnes, ni sur leur opinion. Alors, première interprétation de ce phénomène énigmatique, en tout cas en France, hein, c'est le refus d'hébergement est un choix individuel. Alors, ça avait déclenché une polémique en janvier 2018 en France quand un député de la majorité présidentielle, La République En Marche, Sylvain de Maillard, avait dit que les personnes qui refusaient l'hébergement le choisissaient. Il y avait aussi une polémique sur le nombre de personnes sans abri à Paris. Le ministre avait annoncé un chiffre de 50 et ça avait déclenché en fait une réaction critique de la part des associations et de la ville de Paris qui a lancé le comptage des sans-abri à ce moment-là, à Paris. Donc les associations qui sont expertes dans le domaine, reconnues comme expertes dans le domaine, ont dit que évidemment les personnes sont à la rue parce qu'il manque des places en hébergement. Elles en sont tout à fait conscientes et elles critiquent l'État pour ça. Mais il reste quand même que, même s'il y a un manque de place, c'est des personnes qui refusent effectivement les places qui leur sont proposées. Et quand on observe les maraudes, hein, les équipes mobiles, on voit que les professionnels considèrent que c'est le choix de la personne de ne pas aller en hébergement, qu'il ne faut pas la forcer. Et donc, les professionnels et d'autres expertises sont attentifs aux critiques portées par les personnes sans abri. Donc, en gros, est-ce qu'on peut expliquer le refus d'hébergement par les critiques formulées par les personnes? Alors, les personnes qui refusent l'hébergement disent qu'elles n'y vont pas, notamment pour un manque d'hygiène ou de sécurité qu'il y aurait dans ces centres, ou bien que les règles de fonctionnement ne sont pas adaptées à leur mode de vie, ou encore que, enfin, n'acceptent pas les règles de fonctionnement, ou bien la promiscuité au niveau des conditions d'habitat donc les dérangerait. Et mon raisonnement, c'était est-ce que ces critiques sont suffisantes pour expliquer le refus d'hébergement? Est-ce qu'on peut se contenter uniquement de relever les critiques? Alors là, c'est là que le raisonnement, je suis content de le partager avec vous. Je pense que c'est intéressant de publiciser ainsi. C'est si la critique des hébergements sociaux était explicative, alors elle serait caractéristique de ces personnes. Autrement dit, les personnes qui vont en hébergement, elles, n'auraient aucune critique à l'encontre des centres, puisque ce serait la critique qui expliquerait la différence de comportement entre aller en centre ou ne pas aller en centre. Et donc, c'est là que l'enquête, alors d'autres enquêtes, hein, j'ai mené auprès des personnes qui sont hébergées, est intéressante, puisqu'en fait, tout le monde critique les centres d'hébergement, que ce soit les personnes qui n'y vont pas ou celles qui y vont. Alors, dans une autre enquête qui n'est pas dans le rapport,
j'ai enquêté donc, auprès de femmes hébergées effectivement en situation de migration, parfois sans papier, qui sont un centre d'hébergement de longue durée, donc de réinsertion sociale, comme on dit en France, et qui critiquaient en fait le manque de chez-soi dans ces hébergements, à savoir l'absence de possibilité de visite extérieure, de possibilité de garder leurs enfants ou encore de faire la cuisine par elles-mêmes, de manière autonome. Dans d'autres entretiens auprès de personnes hébergées, je recueille aussi des critiques à l'encontre de la promiscuité et des conditions d'hygiène. Mais pourtant, ces personnes qui critiquent les hébergements continuent à y aller. Donc, si on reprend l'analyse de Hirschman sur Exit, Voice and Loyalty, c'est qu'on peut avoir une critique, avoir un mécontentement par rapport à un service proposé, mais en continuant à fréquenter. Donc, on peut fréquenter tout en critiquant. Et inversement, critiquer n'est pas refusé. Parce qu'on voit que la critique, en fait, est générale, finalement. Donc, la critique ne suffit pas à expliquer le refus d'hébergement ou le non-recours en général. Je pense que c'est valable pour les analyses en termes de non-recours en général. Alors, peut-être qu'il faut élargir la focale et que c'est un choix individuel parce que les personnes, en fait, critiquent pas seulement les hébergements, mais en outre ont un raisonnement rationnel en termes de bonnes raisons. Là, c'est le Raymond Boudon qui a formulé le concept de bonnes raisons en France. Et c'est Julien Damon, un de ses élèves, qui a proposé cette typologie, une typologie du refus d'hébergement. Et donc, il dit, alors il n'a pas mené d'enquête précise, mais il y a une typologie, et donc il dit que les personnes refusent parce qu'elles anticipent les conséquences négatives en allant en hébergement. Donc, la fatigue à cause de la mauvaise qualité d'hébergement, ou bien délaisser son chien parce que les chiens ne sont pas acceptés, ou encore se séparer de son conjoint parce qu'ils veulent rester avec leur conjoint. Un autre type de raisonnement individuel en termes de choix individuel, en disant voilà, c'est dire que l'assistance, critiquer l'assistance en général. Et ce qui rejoint un petit peu ce type, c'est le troisième type, c'est revendiquer une indépendance, le refus de l'assistanat. Alors oui, pardon, là je vais un peu trop vite, mais si vraiment le refus d'hébergement était strictement un choix individuel, alors il n'y aurait aucune propriété sociale commune au niveau statistique entre ces individus qui restent dehors. Ce serait lié uniquement à l'individu lui-même. Il n'y aurait pas de point commun entre ces individus. Or, l'enquête statistique a été très utile à ce niveau-là, puisque elle s'appelle HeatPeak. C'était une enquête sur les conditions d'hygiène des personnes à la rue et en hébergement en 2011. On constate que les personnes qui ne recourent pas aux hébergements sont, dans 95% des cas, des hommes, alors qu'ils sont que 65% en centre. Ils sont également, en majorité, nés en France, mais il y a aussi davantage de personnes nées en Europe de l'Est que celles qui sont en hébergement, 19% contre 4%. Et les personnes qui refusaient l'hébergement, en tout cas restaient depuis longtemps en situation de sans-abrisme, avaient une expérience de sans-abrisme plus ancienne et plus longue que celle des personnes hébergées. Donc, en fait, on a obtenu des profils. On a fait une ACM, analyse une ACM. Et donc, là, je ne vous la présente pas parce qu'elle est dans le rapport, on la détaille largement au niveau d'analyse, mais on obtient des profils. Alors, on n'a pas fait de classification, hein. C'est une ACM à l'ancienne, si vous voulez, mais on constate que les personnes qui dorment de manière sédentarisée dans la rue ont des ressemblances. Donc, ils sont des hommes nés en France. Il y a aussi une variable qui est intéressante, c'est faiblement scolarisé. Or, ces variables-là ne dépendent pas du choix de l'individu. On ne choisit pas d'être un homme ou d'être né en France ou d'être faiblement scolarisé. Donc, si le refus d'hébergement était vraiment un choix individuel, les personnes qui refusent n'auraient pas de point commun. Or, elles en ont, donc on ne peut pas dire que c'est un choix strictement individuel. Alors, l'autre analyse qui est commune en France, c'est l'idée qu'à l'inverse, effectivement, ce n'est pas un choix individuel, c'est le résultat d'une désocialisation ou d'une grande exclusion. Les personnes qui refusent l'hébergement sont ainsi décrites comme ayant perdu leur repère spatio-temporel, ayant des problèmes d'identité. Et l'analyse se fait en termes de pathologie du lien social. Alors là, je ne développe pas trop, mais c'est une analyse qui a été particulièrement reprise en France et qui a eu du succès auprès des professionnels,
c'est l'analyse formulée par Patrick de Clercq, qui est donc psychanalyste et anthropologue. Et il a forgé donc, ce qu'on appelle le syndrome de désocialisation. Alors, je ne viens pas trop dans le détail, on peut revenir à la discussion si vous voulez, comme ça, je ne prends pas trop de temps non plus. Mais moi, ce qui me paraît important, alors, il essaie de comprendre positivement la désocialisation, mais ce qui me paraît important dans son analyse, c'est qu'il dit qu'il ne faut pas s'intéresser à ce que disent les personnes, mais à ce qu'elles font. Enfin, en tout cas, même pas ce qu'elles font, d'ailleurs. Pardon, c'est la fin, ça. C'est pas ce qu'elles disent ou à ce qu'elles font, mais dans leur rapport au corps. Donc, si vous avez déjà vu l'ouvrage publié, des photos qui sont édifiantes dans un feuillet au milieu du livre, qui donnent à voir en fait des corps extrêmement dégradés, avec des chaussettes incrustées. Enfin, il y a vraiment voilà, une spectacularisation de la situation de sans-abri qui est mise en scène et qui est expliquée par une indifférence à la douleur. Et donc, l'explication finale, c'est que les personnes qui sont à la fois refusées d'hébergement, même plus généralement, qui sont, comme il l'appelle, clochardisées, sont dans ces situations en raison d'une souffrance fond. Moi, je ne suis pas psychanalyste, hein, mais, voilà, et il les voit comme des sujets qui psychiquement s'ignorent. Et donc, ce travail a été repris par d'autres professionnels de santé, hein, notamment des psychiatres. Alors, Sylvie Kézé-Manzuka qui a parlé d'asphaltisation, pour dire que les personnes qui refusent l'hébergement s'incrustent dans le trottoir. Patrick Henry, qui était médecin généraliste, qui a été, bon, peu importe, je passe sur les détails, voilà, a repris aussi ces notions de désocialisation. Xavier Manueli aussi. Alors, bon, pour être tout à fait juste avec ces professionnels, ils ne sont pas tous d'accord non plus sur tout. Hein. De Clercq considère que c'est irréversible, alors que eux, non. Donc, c'est quand même une grande différence sur les conséquences politiques dans la prise en charge. Mais je n'y viens pas tout de suite. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que des sociologues en France ont repris la notion de désocialisation à leur compte, en termes de concepts sociologiques. Serge Pogam ou Nicolas Devoux, qui parlent des personnes sans domicile, dans ces cas-là, et qui vont les analyser en termes de désocialisation. Alors, l'enquête que j'ai menée, hein, qui est fondée sur des entretiens principalement, qui est restituée dans le rapport, a ciblé en fait comme je vous l'ai dit, des personnes qui sont rares au niveau statistique. Notamment 2 sœurs de plus de 70 ans installées sur une place publique dans le nord de Paris, un homme de 65 ans qui était dans une tente en bordure de périphérique, voilà, un homme de 45 ans dans une tente dans un souterrain de Paris, un homme de 50 ans sur un plaque de chaleur sur le trottoir. Et à chaque fois, les personnes avaient plusieurs années de sédentarisation dans l'espace public, pour certaines jusqu'à 20 ans. La dernière personne sur la plaque de chaleur, ça faisait 20 ans qu'elle était sans abri. Et donc, ces situations sont certes diverses, mais à chaque fois, on constate qu'il y a des relations qui ont du sens pour les personnes. Alors, ces relations sont avec d'autres personnes sans abri, que ce soit donc la personne, je vous ai dit, les 2 sœurs, elles sont ensemble, mais il y a également une personne qui était, donc l'homme qui était installé sur un talus du périphérique, qui cohabitait avec une autre personne sans abri, mais aussi qui recevait des visites d'autres sans-abri, des jeunes avec qui il pouvait distribuer d'ailleurs, il y avait des échanges de dons, de contre-dons avec ces jeunes, voilà. Oui, tout à fait, parfait. J'ai même moins, moi, j'ai même 4 minutes. Donc, voilà. Ou bien encore la personne qui était présentée par le SAMU social comme étant la personne désocialisée par excellence, donc sur cette plaque de chaleur depuis 7 ans. Et donc, dans le rapport, j'en parle beaucoup, où en fait, il suffisait de rester 2 heures avec elle, constater qu'elle a salué une personne en moyenne à toutes les 1 minute 30, je crois. Mais c'était impressionnant et les personnes ne venaient pas simplement pour la saluer, pour proposer de l'aide. Voilà. Et lui-même disait qu'il avait aussi un autre sans-abri qu'il voyait tous les jours. Moi, je ne l'ai pas vu, certes, mais voilà, c'était aussi confirmé par les autres professionnels. Et donc, au cours de ces entretiens, venaient des formules dans la bouche de ces personnes qui disaient « Ici, c'est mon univers, ma vie est ici ». Donc, il me semble que quand on a en tête, soit c'est un choix individuel, soit elles sont désocialisées, et qu'en fait, on prend la peine
de les écouter, de faire notre métier de sociologue, hein, d'écouter les personnes et de regarder ce qu'elles font en interaction, alors on ne peut pas accepter, en tout cas sociologiquement, l'explication de la situation des sans-abri qui refusent les hébergements en termes de choix individuels ou de désocialisation, parce qu'on voit que finalement, c'est le tissage de relations qui fait qu'elles sont progressivement attachées à la vie à la rue. Et donc, il me semble que c'est important, en termes sociologiques, de défendre une approche holiste des personnes sans-abri, c'est-à-dire de désindividualiser les analyses. Pour comprendre la vie des sans-abri, il me semble qu'il faut identifier les groupes dans lesquels ils vivent, comme tout le monde. Hein. Je ne sais pas si Hélène Martin serait d'accord, mais il me semble que ça va dans le même sens de ce que vous disiez à la fin. Il faut désexotiser, j'ai bien aimé l'expression, monsieur du mal à dire, la vie des sans-abri, et donc voir que c'est des personnes qui ont des groupes, et qui des groupes des normes de groupe. Et donc là, dans le rapport, j'en parle un petit peu, mais pas assez à mon goût, donc je pense que c'est une enquête qu'il faudrait développer, en tout cas pour ma part, hein, il y a des normes de la débrouille, c'est-à-dire qu'il faut se débrouiller, effectivement, ne pas trop recourir à l'assistance parce que c'est valorisé dans le groupe, de se débrouiller par soi-même avec des astuces, etc. Il y a aussi l'idée de tenir à la rue. Ça, on retrouve aussi dans des romans ou des témoignages écrits par des sans-abri, où en fait, ça devient un objectif de tenir à la rue, et aller en hébergement, c'est lâcher les copains. Et donc, il y a une idée de solidarité en restant à la rue. Et donc, de ne pas aller, en n'allant pas en hébergement social. Donc, conséquences politiques pour finir, il me semble une vision holiste des personnes sans-abri qui refusent les hébergements, aussi plus largement des personnes qui sont à la fois sans domicile, mais aussi qui sont en non-recours de services sociaux. Je pense que c'est nécessaire d'avoir une approche holiste en termes de groupe et de normes de groupe. Et donc, évidemment, il faut plus de moyens, parce que ça, c'est clair et net. Mais en tant que sociologue, on n'est pas les seuls à le dire. Il y a beaucoup de gens qui le disent déjà dans la société. Il me semble qu'on peut aussi dire que si on a une vision holiste des personnes sans-abri, alors il ne s'agit pas de dire qu'on va créer du lien social, mais il s'agit de comprendre et de prendre appui sur le lien social qui existe déjà pour ces personnes. Et en quoi, en fait, l'insertion dans le logement ne peut plus se réduire au déplacement d'un individu qui serait détaché de tout contexte social d'un espace à un autre, mais en fait, de mieux comprendre les normes de groupe dans lesquelles il vit. Et pour moi, ça va avec l'idée de renforcer la participation des personnes, puisque à ce moment-là, elles pourront dire quelles normes de groupe elles ont et comment ces normes de groupe peuvent être intégrées ou être prises en compte par les normes professionnelles des personnes, enfin, des associations qui viennent auprès d'elles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et ces 3 présentations et cette fin autour d'un appel à prendre en compte la parole, on va dire, l'expertise, l'expérience des personnes sans abri pour constituer les politiques qui les concernent, hein, qui est quand même quelque chose qui est assez peu courant dans les politiques sociales, qui ne sont pas conçues par les personnes, qui sont peu conçues d'en bas. Il nous reste à peine un peu plus d'une vingtaine de minutes. Je vais ouvrir la parole d'abord à qui veut la prendre, pour ne pas la prendre moi-même tout de suite. Qui aurait une question ou une remarque par rapport à l'une des 3 présentations ou par rapport aux 3 en général? Qui se lance? Oui, Loïc, mettez votre micro. Voilà. Hi, everyone. First of all, thank you very much for all those presentations. I found them really fascinating, and so thank you very much. And I'm looking forward to reading and learning more about those studies. I would really appreciate if you could just maybe write down in the chat box some of your publication related to those projects. That would be nice, but do not worry too much about it. Okay, so I've got a few questions, but I don't want to take too much time. The first one would be
is there something specific to Switzerland about l'expérience des sans-abri? So the first question would be that. The second question is concern the first presentation. Do you see some key differences between those cities? Some differences that will be really significant and that needs to be explained. So that will be my second question. And last one? Last one. Last. No, that's okay. So I'm... Alors, deux questions sur les particularités de la Suisse et puis une question plus spécifique à l'équipe de Jörg, de Martin et Magdalena. Alors, peut-être spécificité du sans-abrisme suisse, Hélène ou Béatrice ou Jörg ou... Moi, je peux répondre, mais je pense qu'il n'est pas spécifique, en fait. C'est ce que j'ai essayé de dire. Alors, on n'a pas encore... on n'a pas des données exhaustives, bien sûr, parce qu'on est un ethnologue, qu'on a des terrains locaux, mais en tout cas, tout ce qu'on trouve, ça recoupe complètement les résultats des recherches qui se sont conduites sur le plan européen depuis une quarantaine d'années. Donc, je ne vois pas d'ailleurs pourquoi il y aurait des spécificités tellement locales. Enfin, il y a des spécificités locales, mais disons, il y a quand même un système capitaliste qui encourage le déplacement en Europe. Il y a des lois qui sont très similaires dans différents pays européens, comme ne pas aider les personnes construites comme étrangères. Après, il y a toute cette protection de l'Europe par rapport aux migrations des pays dits tiers, avec des systèmes législatifs qui sont des systèmes qui sont simplement de non-droit, quoi. Donc, je ne pense pas que le sans-abrisme aussi, c'est spécifique. Alors, sa spécificité, c'est qu'il n'est pas étudié. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'il y a des spécificités locales de gestion des personnes. Donc, comme c'est le fait qu'à certains endroits, il n'y a juste rien. Et puis, à d'autres, il y a ces politiques minimales avec des systèmes de tri qui sont un peu différents. Mais voilà, je ne mettrai pas de spécificité nationale, non. Sinon, peut-être que... Vraiment pas. Je pense qu'il y en a, mais disons que ce n'est pas là-dessus que je trouverais intéressant d'insister, puisque c'est plutôt sur des circulations internationales qui me semblent constituer de sans-abrisme actuel. Okay. Jörg, Martin ou Magdalena, vous avez aussi une réponse par rapport à ça? Oui, Jörg? Just for short to say that it's a big question, too big to find all the differences. I was involved in a cost action, a European network to discuss, and beginning from definition, what is homelessness, till the end, what are the different social policies. There is a huge range of different comprehension, from criminalization to liberalization, from different ideas and approaches. So it's a really big question, not to answer all this, but what Martin said was the difference of the social policies is very important to explain a lot of differences. Yeah. Edouard, vous avez peut-être aussi une réaction par rapport à ça, aux différences Non, ça a été très bien dit par Hélène Martin, je pense que c'est bon. Et puis comme il ne reste pas beaucoup de temps, qu'il y a d'autres questions, peut-être que répondre à d'autres questions plus spécifiques. Patricia, vous avez une question. Merci. Je voudrais savoir si pendant la recherche que vous avez faite sur les sans-abri, vous avez des inputs de la population, c'est-à-dire la population suisse qui vote sur des sujets voilà, sur la politique sociale. Est-ce que cette contradiction de dire les droits humains, voilà, ça devrait pour tout le monde, mais que la législation accompagne pas ces philosophies, est-ce que vous croyez que la population suisse
voilà, ils sont dire là, ou entre la confusion et les gens ne peuvent pas se positionner au moment de voter par rapport à ça. La question est pour qui, en fait? Oui. La question est pour vous, oui. Donc sur la population, elle est, je pense, très hétérogène, encore que des idéologies soient assez dominantes, comme celle justement de considérer les sans-abri soit comme des fous, soit comme des étrangers. Mais quand les personnes sans-abri qui étaient logées pendant 18 mois dans une maison vouée à la destruction ont pris la parole, alors il y a eu tout un intérêt des médias, il y a eu plusieurs articles de journaux qu'on trouve qui étaient tout à fait empathiques, qui entendaient ce que disaient ces personnes sans abri, y compris des journaux qui ne sont pas situés extrêmement à gauche, donc on trouve sur le site de notre recherche. Il y a eu des politiciennes qui se sont sentis concernés, y compris de libérales, par exemple. Donc il y a eu des prises de position empathiques et des souhaits de faire bouger les choses, la preuve étant que les politiciens ont été forcés finalement de mettre à disposition une nouvelle maison pour reloger ces gens en quelques mois. Donc la lutte a abouti, mais en même temps qu'il y a eu ces publications, il y a aussi eu des commentaires très haineux de lecteurs, des partis qui en appellent, qui menacent d'appel d'air, etc., etc. Donc cette idéologie qui est revenue, mais peut-être assez discrètement. Mais si la lutte, les voix étaient plus fortes, il y aurait, je pense, voilà, beaucoup de polémiques, de débats. Je pense que ce serait beaucoup mieux que le silence actuel. Mais j'aurais peut-être, moi, une question à poser aux trois représentations, aux personnes qui ont présenté, qui est la question du sans-abrisme comme problème social. Est-ce que le sans-abrisme est aujourd'hui considéré comme problème social, ce qui signifie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit j'ai la propriété du problème, donc je dois m'en occuper, mais c'est tous vos classiques. Enfin, toutes ces questions-là, est-ce que le sans-abrisme apparaît aujourd'hui davantage comme un problème social en Suisse ou en France ou ailleurs en Europe, ou bien est-ce qu'il n'apparaît pas comme un problème social, mais comme un problème individuel? Et de regarder là, vous faisiez référence au livre de Patrick Declercq, Les naufragés, qui avait énormément fait parler de lui et qui posait vraiment la clochardisation comme un problème strictement individuel. Et vraiment cette question de est-ce qu'on assiste à l'émergence du sans-abrisme comme un problème social à traiter peut-être par les ONG, hein, c'est ce que disait l'équipe du Hitman, ou à traiter par l'État. Voilà, je voudrais juste vous lancer sur cette question. Pardon, c'est mon fils. Qui veut prendre la parole? Magdalena. Je vais essayer de contester en français. Moi, je vois que oui, on peut parler que le sans-abrisme est aussi d'une petite intention considérée un problème social. Mais on a parlé dans une autre étude nous n'avons pas présenté, on a parlé avec beaucoup de cantons, et surtout les cantons petits, quand on les demande comment est-ce qu'ils proposent des solutions et comment est-ce qu'ils travaillent avec les personnes qui ne trouvent pas un hébergement. Il répond qu'il n'existe pas ce problème dans le canton. Mais là, je ne suis pas sûre si c'est la différence de la question qu'il faut poser, c'est de faire la différence entre la raison, si c'est individuel ou social le problème, mais la visibilité. Parce que vraiment, si on parle en Suisse du sans-abrisme, peut-être pas si fortement dans les villes, dans les grandes villes, mais oui, dans les régions un peu plus rurales. Là, on n'a pas des instruments de monitoring, on n'a pas des instruments de savoir où est-ce qu'on a des problèmes dans toute la zone d'hébergement, dans toutes les questions d'hébergement. Donc oui, pour un côté, bien sûr que c'est surtout aussi, je dirais, pour la loi, considérer un problème individuel et pas social.
mais on a aussi le problème de la visibilité. D'accord. On n'arrive pas au point de se demander pourquoi le problème, ou de quelle nature, parce qu'on ne veut pas le voir, on n'a pas les instruments. D'accord. Après, si je peux me permettre aussi de répondre, effectivement, oui, c'est à quelles conditions un problème social devient un problème public, hein, pour reprendre l'analyse de Gusfield que vous avez mentionné, Jean-Pierre, en parlant de propriétaire du problème. Mais effectivement, une fois que sans-abrisme est défini comme un problème public, c'est-à-dire qu'il fait l'objet de politiques publiques de la part de l'État, en tout cas d'autorités publiques, là, effectivement, c'est intéressant de distinguer, encore une fois, en suivant Gusfield, hein, il parle de deux types de responsabilités. La responsabilité causale, donc qu'est-ce qui explique le problème? Donc là, effectivement, certaines analyses vont dire que c'est des causes qui sont individuelles, alors soit en disant que la personne est responsable de son sort, soit c'est d'autres causes qui sont psychiques, hein, mais en tout cas, c'est individuel, je vais commenter tout à l'heure. Mais Gusfield distingue ça de la responsabilité politique, c'est-à-dire comment on répond aux problèmes. Et est-ce que c'est des individus qui doivent répondre à des problèmes de sans-abri, ou bien l'État. Et bon, en France, quand même, l'État est responsable de la politique et des réponses à donner aux sans-abri, avec effectivement une collaboration, un financement aussi du monde associatif, hein, qui est en fait financé à 90% par l'État. Hein. Ce n'est pas des fonctionnaires, mais c'est des salariés qui sont financés par l'État. D'accord. D'autres réactions? D'autres questions ou quelqu'un d'autre voudrait intervenir? On peut en poser des questions ou pas? Oui, bien sûr. J'avais une question, désolé, ce sera en français. Je n'ai pas un anglais assez fluent pour vous la poser pour la première intervention. Est-ce que vous diriez qu'il y a une forme d'énigme dans ce que vous avez présenté, hein, entre d'un côté, si j'ai bien compris, des personnes sans-abri que vous avez interrogées et qui disent que la situation s'est aggravée pour elles, avec des pourcentages différents selon les villes, et d'autres données où vous montrez que les aides ont aussi augmenté. Est-ce que là, il n'y a pas une sorte de paradoxe entre, pendant la crise sanitaire, des aides qui se sont développées, qui ont augmenté, si j'ai bien compris, hein, et des personnes qui disent que la situation a empiré, s'est aggravée pour elles. Est-ce que vous avez croisé entre le taux de réponse dans la ville et l'augmentation des ressources dans la ville aussi, de la même ville? Je ne sais pas si je suis clair, mais... Jörg? At this stage, it's really difficult to find the explanations. From a statistician, we can say that there are significant differences between the French-spoken cities and the other one. So it's remarkably, and then we have to find why is it the case. And maybe there could be different explanations. It has something to do with the services during the lockdowns and what happened within that time. And but I think comparing the living standards in emergency shelters, for example, or the way into long-term shelters, there are really qualitative differences between the cities, and I think this is worth to mention that yes, we have differences between countries, but we have really differences within Switzerland, and to see what could be the explanation. This was one question from the colleague Loic, and to see the different excesses and the different regulations, that explains a lot, and to explain the different relations between people living as rough sleepers on the streets and living in emergency shelters is one example. And we asked 593 persons at the moment homelessness, and at the moment we are in the process for all the analysis, so it's difficult to say something, but I think it's
it's a key point to explain these differences by the context factors, by the frames of social policy within the cities and the cantons. On vient de publier avec force une étude, une analyse du panel suisse des ménages pour le compte de l'OFAS, de l'Office fédéral des assurances sociales, et en fait qui était basée sur les réactions, notamment sur les réactions des individus à la pandémie en fonction du revenu pour la population en général. Et on s'aperçoit de quoi? C'est que les réactions sont beaucoup plus négatives pour les gens qui ont des très faibles revenus que pour les gens qui ont des revenus moyens ou des revenus aisés. C'est pas vraiment une surprise, mais c'est une confirmation que dans l'ensemble de la population, il y a aussi eu des réactions très contrastées en fonction de la capacité socio-économique. Et donc, comme on voit que dans l'étude de Dittmann, il y a une quantité de personnes très différentes d'une ville à l'autre, on peut aussi imaginer qu'il y a concernés par le sans-abrisme ou dénombrés dans le sans-abrisme, on peut imaginer qu'il y a aussi un rapport de corrélation entre les deux. On a le temps pour une dernière question, Magdalena, ou Magdalena qui veut intervenir, calmer la main. Oui, désolé, c'était juste pour rajouter, peut-être pour clarifier. Dans notre présentation, on parlait des deux études. Hein. On a l'une qui demandait la situation des personnes qui s'est aggravée et l'autre, c'est la chaîne de bonheur. Là, on a pu constater une augmentation en tant que service presté à les personnes affectées. Pour clarifier un peu les deux choses. Il nous reste une minute. Donc, une question en 30 secondes et une réponse en 30 secondes. Quelqu'un doit intervenir? Bon, si ce n'est pas le cas, c'est 45. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous les intervenants. Je trouve qu'on a vu une bonne image de la diversité des trajectoires, de la diversité des politiques, de l'hétérogénéité des publics, de la question de comment cette question du sans-abrisme n'est pas vraiment traitée comme un problème social dans les différents contextes. On a aussi eu, grâce à l'intervention d'Edouard Gardella, toute une discussion sur les raisons du refus d'hébergement et donc des refus des mauvaises solutions qui sont proposées, puisque les hébergements d'urgence sont toujours de mauvaises solutions à un problème pérenne, puisqu'il s'agit juste de solutions à court terme pour des problèmes de long terme. En tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé le débat très intéressant et je vous souhaite une bonne suite de congrès online. Merci à tout le monde. Merci. Merci à Merci Jean-Pierre. beaucoup. Au revoir, merci. Bonne journée. Bye Ciao, bye. ciao. Merci à tous. Je ferme la session.